Quand Elliot Boucher, cofondateur d'EduSign, m'a contacté cet été pour parler du Dark Social, j'ai pensé qu'il voulait me faire part d'un nouvel épisode de la Guerre des Étoiles, même si le personnage en question se nomme Darth Vader et non Dark Vador. Puis il m'a expliqué de quoi il retournait et j'ai appris quelque chose. Voici un nouveau terme, le Dark Social, qui vous permettra, en cette rentrée, que nous vous souhaitons bonne, de briller en société. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, Dark Social, ce marketing que l'on ne voit pas, avec Elliot Boucher en direct depuis Station F. Eh bien, je suis avec Elliot Boucher. Bonjour Elliot, tu es cofondateur de EduSign et nous sommes ici, ça se voit pas trop sur le podcast, à Station F, un jour où c'est très calme, puisque c'est les vacances, et nous allons parler du Dark Social. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Darth Vader, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc bonjour Yann, merci d'être présent. Donc peut-être je peux dire en deux mots, parce que moi je pense que le Dark Social, finalement Dark Social c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est ce qui se passe dans le marketing qu'on peut difficilement traquer, que l'on ne voit pas finalement. Donc tout ce qui fait la chaîne de valeur en dehors de ce qu'on va proposer nous en tant que marketeur. Donc ça veut dire par exemple un échange sur un groupe Facebook, une conversation WhatsApp, un message LinkedIn, peut-être une newsletter, un email d'ailleurs plutôt. Toutes ces choses font que finalement on ne peut pas les traquer et pourtant c'est très important. Donc en fait ce que tu veux dire par là c'est que les échanges qu'on voit sur les médias sociaux qui sont les échanges émergents, qui sont visibles, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, c'est une toute petite partie en fait. C'est effectivement la partie émergée de l'iceberg. Alors comme on en discutait justement avant, ça va dépendre aussi du secteur. Forcément en B2C, on va peut-être pouvoir un peu plus profiter de l'effet visible. Par contre en B2B, si on vend une centrale nucléaire, effectivement, là, on va peut-être avoir beaucoup plus de recommandations externes, de bouche à oreille, de dark social. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile de traquer parce qu'on peut pas juste faire de la pub sur LinkedIn par exemple. D'accord. Donc en fait, d'une certaine manière, ce qu'on mesure, puisqu'on est en marketing digital, on est un peu obsédé par les mesures, on aime bien tout mesurer, mais en fait on n'arrive pas à tout mesurer, c'est un peu difficile, non ? C'est vraiment le cœur du sujet. Moi, ce que j'apprécie dans la notion de Dark Social, c'est de rappeler qu'il ne faut pas optimiser seulement pour les métriques qu'on voit. C'est-à-dire que si on optimise pour générer du lead, finalement, on va finir par tout faire pour optimiser les métriques pour générer du lead et on va complètement oublier ce Dark Social, alors que le Dark Social est ce qui a le plus grand impact. Ouais. Donc il faut transformer comment on mesure et arrêter de mesurer, en tout cas de mon avis, arrêter de mesurer le lead, et plutôt revenir sur le revenu, par exemple, et essayer de mesurer le pipeline à la limite de vente, si on veut quand même se détacher un tout petit peu de l'équipe sales, mais faire en sorte de ne pas optimiser que pour une vanity metrics, finalement. En fait, d'une certaine manière, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on fait une stratégie de contenu, puisque c'est un peu le sujet, on n'est pas forcé de chercher un impact immédiat et direct sur les ventes, c'est ça. Exactement, et en fait quand on parle donc de marketing, il y a l'inbound marketing, et donc là-dedans c'est passé de lead generation, donc à demand generation, et donc on le fait tous, bien souvent c'est créer du contenu, mais faire attention à créer du contenu non pas justement pour obtenir l'email absolument de la personne, mais vraiment créer du bon contenu pour faire en sorte que ça a un gros impact sur le dark social, parce que c'est là que ça va avoir un vrai impact. Bon, j'ai l'impression que chez Visionary Marketing on fait du dark social depuis 27 ans sans vraiment le savoir. C'est probable, oui. Oui, je pense. Donc en fait, d'une certaine manière, trop de mesures, tu la mesures. C'est trop de mesures, tu la mesures, et après la question qu'on peut se poser, c'est comment on mesure justement ce dark social. Donc le dark social, on peut pas le mesurer directement, c'est-à-dire je peux pas faire une pub sur le WhatsApp de la personne. En tout cas, c'est délicat de mesurer la conversation entre deux personnes, par exemple. Par contre, ce que je peux poser comme question, c'est lorsque la personne vient vers moi, c'est où est-ce que tu as entendu parler de moi. Et attention, le piège, c'est pas de proposer des options par défaut, parce que sinon, en fait, on va juste cliquer sur la dernière chose qu'on a vue. Je vous ai vu que sur Google. Oui, mais en fait, il y a eu 50 étapes avant, donc c'est intéressant de laisser le champ libre et de dire la personne, oui, en fait, je vous ai vu sur LinkedIn, puis j'ai écouté un podcast, puis j'en ai parlé à mon CMO qui a dit au CEO, qui a fait que finalement, on a pris le produit.
Finalement, j'ai l'impression aussi que chez Visionary Marketing, ça nous arrive souvent de voir des gens qui viennent nous voir et nous disent « Ah, j'adore votre podcast » ou « Je vous suis sur Twitter ». C'est un petit peu moins ça sur Twitter. C'était longtemps, pendant longtemps, c'était ça. Et puis, j'ai lu vos articles. Il y a aussi « J'aime bien votre newsletter, je l'attends tous les mardis » ou un truc comme ça. Oui. Et c'est aussi pas oublier que donc là, on va raconter une chose, c'est-à-dire il y a la newsletter, le podcast, mais donc on le sait, en marketing, il faut 5-7 touchpoints en moyenne pour que la personne convertisse, c'est pas le premier touchpoint, et donc c'est passer d'un modèle d'attribution qui est au dernier clic ou au premier clic, et vraiment d'arriver à trouver un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait au milieu ? Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là que ça se passe. Quelque part, est-ce que tu es pas en train de nous dire que ce mode d'attribution tel qu'on l'observe là en génération de leads, en demand generation, c'est pas quelque chose qui est plus proche du B2C et aussi peut-être du bas de marché sans que ce soit péjoratif B2B que du B2B plus haut de gamme? Je pense que le dark social, c'est en B2B qu'il va y en avoir le plus, parce que c'est là où on va avoir très peu de pubs, en tout cas on va avoir moins de pubs, moins facilement, et la recommandation du produit va être beaucoup plus forte dans un secteur de niche, c'est-à-dire plus c'est petit, plus le secteur est précis, plus c'est du B2B, plus là le dark social va être important, et en fait c'est presque d'ailleurs l'influence sur les gens qui va être plus important que finalement la pub qu'on va faire. Quelque part, quand j'écoute ce que tu me dis, je me dis, est-ce que les marketeurs digitaux, notamment en B2B, n'auraient pas un peu besoin de relâcher la pression parce qu'ils sont là un petit peu à essayer de faire demand, et finalement c'est un peu contre-productif d'une certaine manière. En fait, alors je vais répondre à la question un petit peu différemment. Nous, ce qu'on fait à EduSign, c'est qu'au lieu de traquer en fait par canal, on va surveiller les métriques par canal, parce que évidemment, s'il y a une pub par exemple qui performe 10 fois moins bien qu'une autre, on va quand même faire en sorte d'ajuster. Mais par contre, au global, on va regarder notre budget marketing, et là, on va ramener au CAC, donc au coût d'acquisition, dire ok, voilà nos dépenses, est-ce que ça marche mieux qu'avant ou moins bien qu'avant, et peu importe quel est le résultat de vraiment chaque canal. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très concret, je sais que si je sponsorise par exemple une newsletter, que je mets une bannière, personne ne va cliquer sur la bannière. Quand est la dernière fois que vous avez cliqué sur une bannière dans une newsletter, ça n'arrive pas. Par contre, vous le voyez, la bannière. Vous la voyez, vous l'enregistrez, et finalement ça a un impact. Ok. Enfin, sur ma newsletter, quand je mets une bannière, les gens cliquent dessus, en fait. Mais c'est un exemple, mais parce que là, tu mets une bannière sur ta newsletter, une newsletter d'une autre, par exemple. Ah, peut-être. Tu sponsorises une newsletter, ou par exemple, cas très concret, je sponsorise un podcast. Mettons. Peut-être que la personne, on peut après avoir des astuces, donner un code promo, quelque chose pour traquer un peu mieux, mais en fait, encore une fois, on va traquer que la dernière étape. Et donc, si la dernière étape, c'est dans le funnel, c'est la personne qui écoute le podcast, elle va utiliser le code promo du podcast, alors qu'en fait, ça se trouve, elle a déjà vu 5 autres codes promo avant, et donc dans ce cas-là, on va pas les traquer, on va dire c'est pas bien, mais en fait, si, ça l'est. Mais est-ce que l'astuce, justement, elle est pas dans éviter la sponsorisation. La sponsorisation, c'est un peu comme mettre un sparadrap sur une jambe de bois. En fait, c'est je vous parle d'un sujet et puis je vais vous mettre un sparadrap qui parle d'autre chose. Bon, c'est plus ou moins intéressant. Il vaut beaucoup mieux avoir, à mon avis, des contenus qui sont, où la marque joue un rôle de compétence à l'intérieur d'un contenu. Tiens, on est en train de faire une série avec Emarcis, qui est une filiale de SAP. Eh bien, peu à peu, on les a fait inclure leurs experts pour aller venir parler des sujets, pour aller montrer leur expertise, qui est grande en plus. Et au début, j'y avais pas forcément pensé. En fait, pour moi, c'est très juste, mais c'est deux sujets un peu décorrélés. C'est-à-dire que il y en a pour qui sponsoriser, c'est essentiel. Ils ont besoin. Je sais qu'il y a des marques B2C sans influenceurs, ils feraient pas le même résultat. Ah oui. Ils ont besoin de faire des choses comme ça. B2C. Par exemple. Et donc, je vais pas juger quel est le média approprié, mais c'est plutôt de bien dire. Effectivement, si le contenu, créer du contenu, c'est mieux pour vous, tant mieux. Mais si vous créez du contenu, en tout cas, faites-le pas pour le lead, faites-le pour le client et vraiment faites de la demand generation et non pas de la lead generation. Ok, bon, j'accepte. C'est vrai que finalement cette idée de sponsoring, elle est peut-être plus adaptée à des marques B2C qui veulent faire de la notoriété et qui partent de zéro, et surtout qui n'ont pas, je dirais, un fond très important. C'est la différence en B2B, on a un fond. Donc, ce qui prime, c'est l'expertise. Après, en B2B, on peut se poser la question, il y a justement la personne qui va être en dark social, va entendre une fois la marque, donc par exemple va entendre EduSign une fois, deux fois, trois fois, peut-être que c'est en fait
justement la pub, le dernier effort que nous on va faire, on va lui mettre devant les yeux qui va faire la différence. Et ça, en fait, faut tester effectivement et voir un petit peu ce qui semble fonctionner ou pas, mais il n'y a pas de recette magique, ça dépend du secteur, ça dépend du sujet. Bon, ça c'est un mot important, il n'y a pas de recette magique, et pourtant souvent les marketeurs digitaux cherchent des recettes magiques, mais en fait non, il faut un peu travailler dans la durée et être patient aussi, et relâcher un peu la pression. Alors, ce terme, je suis d'accord sur tout. Donc ce terme de dark social, ça m'énerve un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on parle de dark web, mais ça n'a rien à voir en fait. Effectivement, on parle pas de dark web, on parle pas de dark pattern, c'est pas quelque chose de sombre, quelque chose de mauvais, c'est vraiment juste quelque chose qu'on voit pas. Donc on pourrait l'appeler aussi invisible social, ça reviendrait au même. Oui. D'accord. Et donc ce terme, ça date de quand, ça? C'est quelque chose qui est récent? Alors c'est relativement récent. En fait, on le voit émerger ces dernières années. Maintenant, ça a été inventé par un Américain, Alexis Madrigal, je crois en 2014. Ah oui, donc on ne sait pas très très vieux non plus. Mais bon, ça représente une réalité qui est finalement assez ancienne, mais il fallait mettre un mot dessus. Et pourquoi on n'a pas appelé ça tout bêtement marketing, enfin plutôt pas marketing, plutôt bouche à oreille, parce que c'est du bouche à oreille en fait, le fait d'avoir des gens qui parlent à des gens qui parlent à des gens, ou qui écrivent à des gens qui écrivent à des gens qui écrivent à des gens qui font quelque chose. On peut se dire que c'est du bouche à oreille dans une certaine mesure, et effectivement la limite du terme, après c'est des définitions, donc on entend ce qu'on veut, mais pour moi la petite différence c'est que le bouche à oreille c'est bien souvent avec quelqu'un qu'on connaît, alors que là le dark social ça peut aussi être dans un groupe avec des inconnus, par exemple je vois un post de quelqu'un et en fait il n'a pas interagi directement avec moi, par contre j'ai aucun impact sur ce post et en tant que marketeur, et je ne peux pas le traquer. D'accord. Bon, c'est un concept qui m'intrigue un peu, mais qu'en même temps je comprends. Je me demande d'ailleurs si je pourrais pas l'utiliser dans mon cours sur les médias sociaux et le bouche à oreille, parce que finalement c'est peut-être une façon d'être un peu plus imagé d'expliquer le phénomène. Ok. Et alors donc, quel serait ton conseil aux marketeurs du B2B pour justement mener de bonnes stratégies de contenu et de dark social? Je pense qu'on l'a évoqué un petit peu, mais pour moi, il y a 3 points. C'est passer d'un mode d'attribution qui est de lead generation à demand generation, et donc faire en sorte de mesurer les bonnes choses et donc de poser la question à la personne. On va avoir ensuite de faire du bon contenu, c'est-à-dire d'optimiser le contenu non pas pour le lead generation. Et enfin, c'est bien comprendre tout ce phénomène et faire en sorte que on ait toutes nos actions qui soient mesurées d'un point de vue global, et non pas juste sur les actions qu'on mène sur des choses traquables. Bon, eh bien, fort de ces conseils, merci Elliot. Nous allons travailler notre dark social, et on ne conclura pas ce podcast sans faire un lien vers le tien, puisque tu as un podcast qui s'appelle Formation Innovation. Oui. Et qu'on trouve sur toutes les bonnes plateformes, dont Spotify, Apple et Android. Merci Elliot. Merci à toi Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.